quand j'ai tourné la clé dans la serrure cet après-midi-là, le clic caverneux a résonné dans la maison vide comme un avertissement auquel je n'étais pas prête. Je suis entré, m'attendant au bourdonnement familier de la maison, au confort moelleux de mon canapé, à l'arôme subtil du café infusé qui persistait depuis le matin. Au lieu de cela, chaque pièce me regardait, nue, dépouillée. Le canapé avait disparu, la télévision était introuvable, ma table de cuisine s'était volatilisée. Même l'argenterie que ma grand-mère avait transmise de génération en génération avait disparu. Je me suis figé sur le seuil de la cuisine et j'ai remarqué un petit mot plié sur le comptoir. Une écriture familière que je n'aurais jamais voulu revoir dans ce contexte. Mon frère Khalil. Je me suis effondré sur le plancher de bois froid, le silence m'écrasant comme un poids physique. Les mots étaient simples, presque désinvoltes, mais ils coupaient plus profondément que toutes les disputes que nous ayons jamais eues. Nous avons pris ce que nous méritions. Ne nous appelle pas. La phrase résonnait dans mon esprit, transformant les souvenirs de dîners de famille et de célébrations d'anniversaire en fragments tranchants. Khalil et sa femme Marvette, les deux seules personnes à part moi qui possédaient une clé, avaient tout pris. Chaque chaise, chaque tableau, chaque trace de la vie que j'avais soigneusement construite. Et juste comme ça, ma maison, mon sanctuaire, avait disparu, ne laissant que le vide de la trahison. Je ressentais un mélange de choc, d'incrédulité et une douleur sourde qui pulsait de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. Le sang contre le sang. Comment quelqu'un que j'avais protégé, soutenu et aimé pouvait-il se retourner si facilement? La pensée que la famille puisse exercer une cruauté aussi discrète rendait les murs plus froids, l'air plus lourd. J'ai tracé les bords de la note avec des doigts tremblants, comme si le fait de la toucher pouvait effacer la réalité de leur absence. Mais rien ne le pouvait. Je pensais au week-end passé à garder Khalil quand nos parents étaient partis, à l'argent que je prêtais sans poser de questions, au sacrifice silencieux que j'avais fait pour m'assurer qu'il n'ait jamais à lutter. Marvette avait toujours semblé douce, presque fraternelle, jusqu'à présent. Je l'avais accueilli, partagé des repas, ri avec eux, n'imaginant jamais que cette confiance serait leur arme. Et pourtant, c'était là, ma maison vidée, mes biens volés, une simple note se moquant de la loyauté que j'avais autrefois donnée sans hésitation. Assise là, à regarder le plancher nu, j'ai réalisé que la trahison n'était pas seulement matérielle. Elle était intime, personnelle, une violation du genre de confiance que seule la famille pouvait détenir. Chaque coin familier, chaque souvenir gravé dans les murs, me semblait maintenant appartenir à un étranger. Et sous le chagrin, sous la colère, une petite braise tenace a commencé à rougeoyer, celle qui murmurait que je ne laisserais pas cela sans réponse. Ce n'était que le début, et je savais que je devais trouver un moyen d'affronter la famille en qui j'avais cru pouvoir avoir une confiance absolue. Ayant grandi à Birmingham, en Alabama, Khalil et moi avions eu une vie loin d'être facile. Après le décès de maman et papa, j'ai porté le poids de nous maintenir à flot, jonglant avec 2 emplois juste pour m'assurer qu'il ait ce dont il avait besoin pour l'école, des vêtements, et même le petit confort auquel nous nous accrochions. Je n'ai jamais réfléchi à 2 fois au sacrifice. J'étais la famille, et la famille signifiait faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens. Quand Khalil a présenté Marvette, je l'ai accueillie à bras ouverts. Elle riait facilement, s'intégrait à nos routines, et pendant un temps, j'ai vraiment cru que nous avions gagné une nouvelle sœur. Mais la dynamique a changé avec le temps. Les demandes d'aide sont devenues constantes. Paiement de loyer, réparation de voiture, factures qui avaient juste besoin d'être couvertes, chacune présentée comme temporaire, urgente, nécessaire. J'ai dit oui à chaque fois. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de loyauté, d'être la sœur qui ne tournait jamais le dos. Seulement maintenant, debout dans une maison vidée de tout ce pourquoi j'avais travaillé, je vois le coût de cette loyauté. Ma volonté de donner, de faire confiance, de protéger, m'avait aveuglé sur le sentiment croissant que tout leur était dû chez Khalil et Marvette. J'avais construit une base de soutien, et ils l'avaient utilisée à leur avantage sans la moindre hésitation. Le sang, réalisais-je, pouvait être aussi cruel que n'importe quel étranger lorsque la cupidité éclipsait la gratitude. Mon dévouement, destiné à sauvegarder la famille, était devenu le prisme à travers lequel j'avais été trompé, un bouclier qui avait caché leurs intentions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis allé au poste de police cet après-midi-là, espérant une forme de reconnaissance, un moyen de donner un sens à ce qui s'était passé. J'ai expliqué calmement la situation, listant les objets manquants, la note, et les signes évidents que mon frère et sa femme avaient abusé de ma confiance. L'officier a écouté, hochant poliment la tête, puis a prononcé une phrase à laquelle je n'étais pas préparé.
Puisque Khalil avait une clé, c'était une affaire de famille. Pas de formulaire, pas d'enquête, juste le haussement d'épaule du désintérêt officiel. Je suis parti en me sentant invisible, comme si mon chagrin et mon choc n'étaient pas enregistrés. De retour à la maison, je me suis assise devant mon ordinateur portable, encore engourdi, et je me suis connecté à mon compte. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu plusieurs retraits non autorisés, des virements que je n'avais jamais approuvés, des achats que je ne reconnaissais pas. Khalil avait utilisé mes informations bancaires, accédant à la vie que j'avais construite pièce par pièce. Chaque transaction était comme un coup de poing, chaque chiffre un rappel qu'il avait franchi une ligne que je n'aurais jamais imaginée. La blessure s'est installée profondément, plus lourde que je ne l'attendais. Ce n'était pas seulement l'argent ou les possessions. C'était la trahison elle-même, une douleur vive et physique qui me lançait dans la poitrine. Je me suis passé les mains sur le visage, essayant de respirer au-delà du choc, et pour la première fois, la colère sous la douleur s'est aiguisée en clarté. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer, pardonner ou espérer voir disparaître. J'ai alors réalisé que le chagrin seul ne me porterait pas. Il devait devenir un carburant. La détermination a jailli en moi, silencieuse mais inflexible, signalant que la prochaine étape consisterait à récupérer non seulement ce qui avait été volé, mais aussi le respect et la dignité qu'il pensait pouvoir me ravir. J'ai déplié à nouveau la note, la retournant dans mes mains, comme si ses bords pouvaient révéler un secret que j'avais manqué. Mes yeux se sont posés sur les mots « Nous avons pris ce que nous méritions », et quelque chose s'est serré dans ma poitrine. La phrase n'était pas aléatoire. C'en était une que papa utilisait souvent dans des moments calmes et réfléchis, comme un avertissement enveloppé de conseils. Soudain, des souvenirs que j'avais enfouis ont refait surface. La lecture de son testament, son choix délibéré de me laisser la maison et les économies uniquement à moi, et la façon dont Khalil avait souri poliment tandis que ses yeux trahissaient un ressentiment bouillonnant. Il avait toujours été là, ce courant sous-jacent de jalousie qu'il masquait par des blagues et un charme facile. Les pics subtils qui me laissaient me demander si j'avais dépassé les bornes ou mal compris. Mais maintenant, en regardant la note, les pièces s'emboîtaient. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était soigneusement calculé, un message livré par l'action plutôt que par les mots. Le vol était la façon pour Khalil d'aborder enfin les années d'injustice perçue, de réclamer ce qu'il estimait lui avoir été refusé depuis le début. Une clarté froide s'est installée en moi. La sœur qui pardonnait trop vite, qui excusait les comportements au nom de l'harmonie familiale, qui portait le fardeau de la loyauté sans hésitation, elle était partie. Il n'y avait plus de place pour la compassion naïve ou la confiance mal placée. Pour la première fois, je me suis autorisé à voir tout le poids de la trahison, à reconnaître que certains liens, même de sang, pouvaient être brisés au-delà de toute réparation. Cette note n'était pas seulement une déclaration. C'était un tournant. Je l'ai pliée soigneusement, l'ai mise de côté, et j'ai fait un vœu silencieux. Je ne serai plus la sœur indulgente. J'ai fouillé dans ce qui restait, jetant des boîtes vidées des papiers abandonnés, jusqu'à ce qu'un petit reçu froissé attire mon attention sous le paillasson. C'était un reçu de location, faiblement estampillé d'un lieu et d'une date, lié à un garde-meuble. Mon pouls est accéléré quand j'ai réalisé que cela pourrait être la piste dont j'avais besoin, le premier signe tangible de l'endroit où tout était parti. Je l'ai glissé dans ma poche et j'ai attendu que l'obscurité s'installe sur le quartier avant de partir en voiture, les phares fendant les rues calmes. Quand je suis arrivé à l'adresse, une modeste maison nichée entre de plus grandes demeures, j'ai pu voir à travers les fenêtres une pièce qui m'a serré le cœur. Tout était là, mon ensemble de salon, les œuvres d'art que j'avais collectionnées au fil des ans, même le couvre-lit de ma grand-mère plié soigneusement sur le canapé. Chaque morceau de ma vie était là, intact et pourtant me narguant. Je n'ai pas sonné. Je n'ai pas frappé. J'ai simplement regardé, absorbant la scène, mémorisant chaque détail, enregistrant la preuve dans mon esprit et avec mon téléphone. Je sentais un mélange de rage et de résolution bouillonner en moi, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis la découverte de la maison vide. J'ai murmuré, presque comme pour me donner du courage, « Très bien. Vous voulez la guerre? Vous l'aurez. » Et à cet instant, chaque once de blessure s'est transformée en plan. Je savais ce que je devais faire ensuite, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il ne s'agissait plus de perte. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait et de leur montrer les conséquences de m'avoir sous-estimé. J'ai contacté Desmond, quelqu'un que je connaissais depuis l'université, car un soutien juridique me semblait le seul pont censé entre mon indignation brute et quelque chose qui pourrait réellement arranger les choses. Il a accepté la rencontre sans drame,
et quand je lui ai exposé la situation, il n'a pas essayé de m'apaiser ou de me servir des platitudes. Il a posé des questions pratiques, du genre de celles qui tranchent dans l'émotion et exposent les faits. Il m'a prévenu d'emblée que les litiges entre parents atterrissent souvent dans une zone grise où la preuve importe plus que l'histoire. Mais il a aussi promis de pousser là où la paperasse le permettait. La semaine suivante, nous avons agi avec une concentration calme, presque clinique. J'ai rassemblé les preuves d'achat, les cartes de garantie et les étiquettes décolorées qui prouvaient la propriété. J'ai parcouru les historiques bancaires jusqu'à ce que ma vue se brouille, cataloguant les virements et les débits qui ne m'appartenaient pas. De petits objets qui avaient toujours semblé insignifiants prenaient soudain du poids. Un vase ébréché avec une fine fissure, une clé en laiton avec une initiale estampillée dessus. Desmond m'a appris à capturer les métadonnées, à sauvegarder les captures d'écran pour que les horodatages ne puissent être niés, et à demander les enregistrements des caméras de porte des voisins sans éveiller l'alarme. L'accumulation de détails a commencé à ressembler à la construction d'une carte, une carte qui pointait directement vers eux. Il a insisté sur la retenue en public. Pas de publication colérique, pas de confrontation autour d'un café, pas d'appel téléphonique impulsif. La crédibilité est tout, dit-il, le regard fixe. Perdez-la, et le reste s'effiloche. J'ai combattu l'envie de tout diffuser, de laisser la fureur être mon témoin, et j'ai plutôt pratiqué une patience silencieuse. Quand je parlais aux membres de la communauté, j'étais mesurée, précise. Quand je prenais des déclarations, j'enregistrais les faits et refusais de m'adonner au commérage. Cette discipline est devenue une forme de pouvoir en soi, remodelant mon adrénaline en quelque chose d'utile. À la maison, j'ai transformé les plus petits détails en points d'ancrage pour le dossier. J'ai photographié les espaces vides où se trouvaient les objets chéris, noté les éraflures sur les planchers qui correspondaient aux meubles que nous avions perdus, et rédigé des descriptions si spécifiques que personne ne pourrait prétendre à la confusion. Le couvre-lit de ma grand-mère, avec ses patchs dépareillés et un coin mal reprisé, a été répertorié avec les mesures et les noms cousus dans la bordure. Chaque entrée donnait l'impression de reconstruire non seulement des possessions, mais aussi le récit de ma vie qui avait été perturbée. Desmond m'a mis en garde contre les dommages collatéraux. Il a parlé franchement de la façon dont des mesures combatives pouvaient fracturer les relations au-delà de toute réparation, et du coût émotionnel que les litiges entraînent. Il m'a demandé si j'étais préparé à l'examen minutieux, au fait que les parents prennent parti, à ce que les souvenirs soient réexaminés au microscope. Je n'ai pas éludé le coup. J'ai seulement dit que laisser le vol impuni me semblait pire que le combat. Il a hoché la tête, puis a rédigé des lettres de mise en demeure, préparé des demandes de dossiers et organisé les pièces à conviction dans des classeurs qui semblaient plus lourds que leur poids en papier. Travailler sur les documents est devenu un rituel qui me stabilisait. Là où le chagrin avait autrefois gonflé de manière imprévisible, le processus occupait maintenant l'espace. Chaque assignation déposée, chaque déclaration enregistrée, resserrait un cadre qui promettait une reddition de comptes. Desmond prenait souvent de mes nouvelles, me rappelant de manger, de dormir, de sortir prendre l'air. Je répondais rarement par autre chose qu'une assurance. À l'intérieur, une résolution féroce grandissait silencieusement en objectif. J'étais prête à récupérer ce qu'ils avaient pris et à restaurer ma vie. Un mois s'est écoulé en vigilance silencieuse avant que mon téléphone ne sonne. La voix de Khalil à l'autre bout du fil était légère, désinvolte, presque répétée. Nous devrions parler, Amara. La famille ne reste pas fâchée éternellement. J'ai écouté attentivement, mesurant chaque inflexion, chaque hésitation, sachant que c'était en partie une performance, en partie un test. J'ai accepté de le rencontrer dans un petit café à Montgomery, choisissant la table près du coin où la conversation pourrait être enregistrée sans détection. Chaque détail comptait maintenant. Quand il est arrivé, son charme était pleinement déployé. Il a souri, plaisanté, s'est penché en avant comme si de rien n'était. Il a essayé de rejeter la faute, affirmant que Marvette l'avait poussé à prendre des décisions, qu'il n'avait pas eu l'intention de prendre autant. Je l'ai laissé parler, hochant la tête au bon moment, posant des questions douces qui l'encourageaient à en révéler davantage. Et c'est là qu'il a dérapé, mentionnant un objet, un emplacement, un détail que seule une personne ayant manipulé les biens volés pouvait connaître. La preuve sortait tranquillement de sa propre bouche. Je suis resté calme, ma voix égale et chaleureuse, cachant toute trace de colère. Je l'ai laissé penser qu'il contrôlait le récit, que j'étais toujours la sœur indulgente. Pendant ce temps, dehors, Desmond attendait dans la voiture, des dossiers de preuves soigneusement empilés, prêts à agir au moment où je donnerais le signal.
Je pouvais sentir la tension émanant de Khalil alors qu'il parlait plus vite, ses mouvements plus vifs, de petits signes trahissant son malaise. Le silence est devenu mon arme. Je n'avais pas besoin de crier, d'accuser ou de réprimander. Mon calme, associé à la connaissance des preuves qui attendaient juste derrière la porte, le déstabilisait plus que n'importe quel éclat n'aurait pu le faire. Chaque mot qu'il prononçait était catalogué, chaque hésitation notée. Et tandis que je sirotais mon café, j'ai compris que le contrôle avait changé de camp. Il pensait qu'il me charmait pour que je lui pardonne, mais en réalité, il était tombé dans le piège que j'avais tendu, et il ne le savait même pas encore. Le jour de l'audience est arrivé avec une intensité sourde qui m'a mis les nerfs à vif. En entrant dans le palais de justice, j'ai senti le poids de l'anticipation s'installer sur moi, un mélange de crainte et de résolution. Khalil et Marvette étaient déjà là, appuyés nonchalamment contre le banc, des sourires narquois plaqués sur leurs visages, comme si ma présence n'était qu'une formalité et l'issue prédéterminée. Ils s'attendaient à de l'hésitation, de la faiblesse, ou peut-être à une réconciliation facile, mais ils n'avaient pas compté sur la préparation. Desmond m'a guidé à travers le processus, son calme agissant comme une encre stable. Quand ce fut le moment de présenter notre dossier, nous avons tout exposé méticuleusement. Mon dossier était épais de preuves, des horodatages détaillés marquant les virements, des images de vidéosurveillance les capturant entrant et sortant de ma propriété, des formulaires bancaires signés montrant des retraits non autorisés, et des reçus prouvant la propriété de presque chaque objet qu'ils avaient pris. Chaque document était organisé, clair, indéniable. L'interrogatoire et la présentation de Desmond ont encadré les faits logiquement, ne laissant aucune place au doute. Alors que le juge examinait les dossiers et écoutait les arguments, j'ai vu la confiance de Khalil commencer à vaciller. Son sourire s'est effacé tandis que le poids de notre préparation s'abattait sur lui. Marvette s'agitait mal à l'aise sur son siège, ses yeux passant du juge aux preuves. Lorsque la décision est tombée, la salle d'audience a retenu son souffle. Restitution de mes biens, remboursement des dommages et une ordonnance transférant tout à mon nom. Le marteau est tombé, final et décisif, et la salle est devenue silencieuse. Le visage de Khalil s'est vidé de sa couleur alors que la réalité s'imposait à lui. Il avait supposé qu'il pourrait manipuler le système, m'intimider, ou compter sur les liens familiaux pour le protéger. Au lieu de cela, il avait été déjoué, acculé par la patience, la diligence et un engagement envers la justice. J'ai ressenti une satisfaction tranquille, ni triomphante ni vengeresse, mais stable et réhabilitée. Pour la première fois depuis le vol, le contrôle était entièrement entre mes mains, et le poids de ce pouvoir était à la fois enivrant et libérateur. Je me suis garé devant la maison juste avant le crépuscule. Le ciel était assombri de nuances de gris. J'ai pris une profonde inspiration avant de m'engager sur l'allée. La porte s'est ouverte lentement, et Khalil est apparu, le visage pâle et tiré, l'assurance qu'il affichait habituellement ayant disparu. Marvette restait en arrière, évitant mon regard, ses mains se tordant nerveusement. Je n'ai pas fait de pause pour échanger des mots. Je suis entré, chaque pas délibéré, sentant l'espace comme mien à nouveau, reprenant possession de ce qui avait été pris. Pièce par pièce, j'ai rassemblé mes affaires. Le canapé, autrefois pièce maîtresse des dimanches matins et des soirées tranquilles, revenait en ma possession. Le couvre-lit de ma grand-mère, soigneusement plié, me rappelait les mains qui avaient cousu notre histoire dans le tissu. Chaque objet restaurait un sens de soi dont je n'avais pas réalisé qu'il s'était effrité à chaque vol, à chaque trahison. Je me déplaçais avec détermination, cataloguant mentalement chaque pièce et la sécurisant pour le voyage de retour. Marvette a finalement parlé, des excuses discrètes et hésitantes qui n'étaient pas à la hauteur de la gravité de ce qui avait été fait. Je les regardais sans colère, seulement avec une résolution mesurée. Désolé ne reconstruit pas la confiance, ai-je dit, ma voix stable, laissant les mots suspendus dans l'air comme un jugement et une limite. Pas d'explication, pas d'argument. Je n'avais pas besoin de justifier les années de tort. Mes actions suffisaient maintenant. Une fois la dernière boîte chargée, j'ai marché jusqu'à la porte, les fermer fermement derrière moi et j'ai senti la libération de clore ce chapitre. Je n'ai pas jeté un regard en arrière. La maison, autrefois symbole de perte et de violation, restait maintenant derrière moi comme un marqueur de survie et de reconquête. Le trajet du retour m'a semblé plus léger, comme si l'air lui-même avait changé, emportant avec lui le triomphe silencieux d'avoir repris non seulement des objets, mais aussi la dignité et le contrôle de ma propre vie. Le premier matin dans mon nouvel appartement était différent, presque surréaliste. La lumière du soleil se déversait sur les planchers, chaude et stable, touchant des surfaces qui étaient entièrement miennes.
L'espace était plus petit que ce que j'avais laissé derrière moi, mais il y avait une liberté dans la simplicité, un calme qui me permettait de respirer sans que les souvenirs n'envahissent chaque coin. J'ai arrangé l'essentiel, déballé lentement, et laissé un coin délibérément vide, en souvenir du vide auquel j'avais fait face et de la résilience qui m'avait porté en avant. Des boîtes empilées en piles soignées marquaient l'effort de reconquête de ma vie, chacune étant une victoire tangible sur ce qui avait été perdu. L'appartement sentait légèrement la peinture et l'air pur, une fraîcheur dont je n'avais pas réalisé qu'elle me manquait. C'était une maison qui n'appartenait qu'à moi, et le sentiment de contrôle, d'autonomie, s'est installé dans ma poitrine comme un poids doux. Je me déplaçais délibérément dans les pièces, laissant la lumière du soleil illuminer les progrès d'un nouveau départ, laissant le calme me rappeler que rien de ce qui avait été pris ne pouvait effacer ma force. Une lettre est arrivée dans la boîte aux lettres un après-midi, son enveloppe familière. J'ai reconnu immédiatement l'écriture de Khalil. Je ne l'ai pas ouverte, la tentation de voir quelles excuses ou manipulations il aurait pu écrire pesait à peine face à la clarté de ma résolution. Sans la moindre hésitation, je l'ai jetée à la poubelle, la laissant tomber parmi les restes du passé. Elle n'avait pas sa place ici. Je me suis enfoncé dans le canapé, sentant le tissu sous moi, et j'ai expiré lentement, laissant enfin la tension dans mes épaules se relâcher. J'ai murmuré doucement, presque pour moi-même, la paix a meilleur goût que la vengeance n'en aura jamais. Il n'y avait pas besoin de triomphe, pas besoin de gestes dramatiques ou de satisfaction vengeresse. La perte, la trahison, la lutte, tout cela m'avait conduit ici, à un calme que je n'avais pas cru possible. Ce n'était pas la fin d'une bataille, mais le début d'une vie reconquise, une vie qui était entièrement, sans équivoque, la mienne. J'ai finalement clos ce chapitre de ma vie et pris un nouveau départ, mais je continue de me demander, couper les ponts avec Khalil et Marvette était-ce la bonne décision, ou aurais-je pu pardonner et essayer à nouveau? J'adorerais lire vos avis dans les commentaires. Partagez ce que vous feriez, et si vous voulez plus d'histoires comme la mienne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas en manquer une seule.